Alors bonjour à tous, bienvenue au Scottish Summit. Mon nom est David Rivard et je vais vous parler des API personnalisés ou des Custom API pour le Dataverse. En commençant, un gros merci à l'organisation du Scottish Summit. C'est un événement hallucinant. Il y a des centaines de speakers aujourd'hui, donc je suis très heureux d'en faire partie et surtout de nous laisser la chance d'avoir une room en français. Euh, Commençons par remercier les commanditaires. Donc, un événement comme le Scottish ne pourrait exister sans les commanditaires, bien entendu. Donc, je me présente, David Rivard, je suis architecte technique et développeur chez XRM Vision à Montréal. Donc, je fais de la Power Platform depuis maintenant presque 5 ou 6 ans. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, mon GitHub, Twitter, LinkedIn, ainsi que mon blog. Et ben, j'ai quelques contributions à la communauté. J'ai une belle collection de contrôle PCF. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Et plus en lien avec la conférence d'aujourd'hui, j'ai un tool pour le XRM Toolbox qui s'appelle le Custom API Manager, ainsi qu'une collection de Custom API génériques dont on va parler durant la conférence aujourd'hui. Euh, ben, premièrement, étant donné que c'est le Scottish Summit, ben, je voulais faire un petit clin d'œil à l'Écosse, qui est un pays que j'ai eu la chance de visiter. Et vous comprendrez qu'avec la pandémie qui sévit, je m'ennuie énormément de pouvoir voyager. Donc, ça m'a fait extrêmement du bien d'aller replonger dans ces beaux souvenirs. Et j'espère vraiment pouvoir y retourner un jour. Mais comme vous n'êtes pas venu ici pour une chronique voyage, mais passons aux choses sérieuses. Donc, l'agenda de la session aujourd'hui, évidemment, on parle des custom API pour le Dataverse. Donc, on va faire un survol de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et surtout d'avoir des cas d'utilisation concrets des custom API. On va parler évidemment de l'architecture, comment ça fonctionne, comment on va comparer ça avec un autre modèle similaire qui est les Custom Actions. On va parler comment les côté design et développement, mais c'est quoi l'expérience d'édition des Custom API, donc la version vanille qui vient avec la plateforme, ainsi que je vais vous montrer le tool que j'ai fait pour la XRM Toolbox, qui est le Custom API Manager. On va regarder aussi comment faire du développement, comment ça marche côté développement pour les Custom API. Évidemment, on va regarder comment est-ce qu'on va consommer les API qu'on produit, donc différentes techniques où on va pouvoir venir appeler nos custom API et aussi comment les tester, les débugger et quelques périodes de questions à la fin. Alors, si on regarde un peu à haut niveau, qu'est-ce qu'un API? Donc, un API, c'est une interface de programmation. Donc, c'est un contrat que, que je donne à ceux qui voudraient venir consommer mon application. Donc, c'est des intrants, des extrants, des conventions. Et le but étant de cacher un peu l'implémentation. Donc, en autant que je respecte le contrat, je peux avoir l'implémentation qui me plaît. Donc, ça me permet là, de venir modifier mon implémentation sans jouer sur le contrat. Et donc, c'est un modèle là, qui est extrêmement répandu en génie logiciel et les plus populaires sont les API REST qui vont utiliser les verbes HTTP, get, post, patch pour exécuter les différentes méthodes. Si on se transpose un peu du côté du Dataverse, le Dataverse nous offre un Web API. Donc, on va appeler le endpoint REST. Donc, tout ce que vous faites quand vous naviguez dans la plateforme, quand vous connectez des programmes externes au Dataverse, quand vous faites des Power Automate, des flows Power Automate, des JavaScript, ainsi de suite, tout se transforme en appel d'API qui, ultimement,
va être transformé en appel d'organisation de service, qui est la couche un peu plus, qui est un peu la couche qui date là, de Dynamics 2011, mais qui est encore en service et qui va ultimement créer des messages, ce qu'on appelle des messages. Donc, un create, un update, un delete, assignation, merge, ainsi de suite. C'est tous des messages qui sont offerts de façon vanille par la plateforme. Mais parfois, ce n'est pas assez et c'est ici que la plateforme nous permet de définir des messages qu'on va appeler des messages personnalisés. Euh, certains des cas d'utilisation communs là, des messages personnalisés sont ben, on veut ajouter une fonctionnalité qui est manquante dans la plateforme. C'est assez commun comme cas d'utilisation. On va avoir aussi l'orchestration de messages. Donc, on pourrait avoir un message qui encapsule plusieurs messages. Donc, qui encapsule par exemple la création de compte, création de contacts dans le même message. Et ce qui est intéressant d'orchestration, c'est qu'un message, s'il y a une erreur euh, dans l'exécution du message, mais vous profitez d'une remise en arrière, d'un rollback. Donc, c'est un pattern là, qui peut être très intéressant. Et aussi, évidemment, de la validation là, qui peut être fait en message personnalisé. Le but ultime étant d'avoir des messages qui sont, qu'on pourrait dire agnostiques, donc qui peuvent être appelés par différents mécanismes. Par exemple, vous voyez ici les plugins, des Power Automate, JavaScript, PCF. Donc, c'est toutes des méthodes différentes d'appeler euh, un message, mais l'implémentation va rester la même. Alors, qu'est-ce que la plateforme nous offre en termes de messages personnalisés? En fait, il y a le modèle des Custom Actions qui n'est pas nouveau du tout. C'est disponible depuis CRM 2013. Ça utilise l'éditeur de workflow classique et c'est une approche qu'on pourrait qualifier d'un peu plus low code, mais on peut quand même venir attacher du code C# à ces messages-là. Donc, on vient créer un message avec l'éditeur de workflow. On vient définir des intrants et des extrants de notre message. Et si on veut, ben, avec l'éditeur, le plugin Registration Tool, on peut venir accrocher un step de plugin sur ce message-là, ce qui va nous permettre d'exécuter du code C# sur le message. En contrepartie, il y a le nouveau modèle des Custom API qui est en preview depuis le mois d'octobre, qui lui va utiliser des tables de configuration au lieu de l'éditeur de workflow classique et qui est une approche beaucoup plus code first, plus directe, qui va nous permettre de relier un plugin directement par configuration sur l'enregistrement pour venir exécuter notre code d'API. C'est beaucoup plus lean, plus simple comme modèle. Ce qui est intéressant, c'est que le premier blog post qui est sorti en fait sur les custom API est arrivé avant que même que Microsoft ne dévoile la documentation officielle des custom API. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, allez voir l'article de blog de Mark Carrington, très intéressant. Belle comparaison entre le modèle des Custom Action et des Custom API. Et évidemment, allez voir la documentation officielle de Microsoft pour avoir les informations les plus pertinentes. On va regarder pendant la présentation, on va regarder plus précisément là, deux custom API que j'ai développés. Donc, un qui va aller chercher une variable d'environnement, qui est un peu une lacune là, au niveau de la plateforme. Il n'y a pas de façon simple d'aller chercher les variables d'environnement. Donc, c'est un excellent candidat pour un custom API.
Et aussi, j'ai le Get User Time Zone qui va servir à aller chercher de l'information sur un utilisateur pour aller chercher pour aller chercher la time zone et ça va être très pratique là, si on veut utiliser l'action dans l'API dans un contexte de Power Automate où on a souvent besoin de faire des conversions de date. Je mets le lien ici vers mon projet GitHub qui contient plusieurs custom API génériques que j'ai développés. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Euh, Maintenant, si on regarde côté architecture, comment se définissent les custom API? En fait, on a la table principale qui est la table qui se nomme Custom API, évidemment, qui va contenir certains attributs qui vont définir l'API, le message qu'on veut exposer. Donc, vous avez le unique name qui est le nom de votre message. Vous avez certains attributs, par exemple, est-ce que le binding type, est-ce que c'est un API global ou un API qui est relié à une entité? Euh, on va voir là, certains de ces attributs-là plus en profondeur, plus loin. Vous avez une collection de paramètres de requête. C'est ce qui va être les intrants de votre API. Donc, qu'est-ce que je m'attends à recevoir comme information pour être capable d'exécuter mon message? Et vous allez avoir aussi une collection de propriétés de réponse qui sont les extrants. Donc, une fois le traitement de mon API terminé, qu'est-ce que j'envoie comme information à celui qui m'a appelé? Évidemment, le plus important, c'est ce lien ici entre le Custom API et une DLL de plugin. Donc, une fois que ce lien-là existe, ben, vous avez un API fonctionnel. Vous n'avez pas à rien configurer dans le Plugin Registration Tool. Tout se fait par configuration dans la plateforme. Euh, Si on regarde l'expérience d'édition, évidemment, c'est un preview qui est encore c'est une feature qui est encore en preview. Donc, il y a certaines lacunes, mais vous avez, on va le voir plus loin, là, vous pouvez ajouter des custom API dans vos solutions. Les formulaires sont sont pas très conviviales et vous avez trois formulaires différents à éditer, donc c'est un peu dur de s'y retrouver. Mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé le Custom API Manager, qui est un outil pour la XRM Toolbox. Donc, cet outil vous permet vraiment d'avoir une vue là, 360 sur les Custom API qui sont déployés sur votre environnement. Ça vous permet de les sélectionner, ça vous permet de les créer. Vous avez une vue là, sur tous les attributs de votre Custom API en un seul formulaire. Et très intéressant aussi, c'est intégré avec le Custom API Tester de Jonas Wrap. Donc, ben, pour cette première section de démo, on va explorer les différentes façons de configurer et d'éditer nos Custom API. Donc, je débute par la façon vanille. Alors, lorsque vous allez maintenant dans l'éditeur de solutions, vous allez constater qu'il y a maintenant trois nouveaux types d'artefacts que vous pouvez ajouter à vos solutions, soit les custom API, les paramètres de requête et les propriétés de réponse, donc vos intrants et vos extrants de vos API. Alors, lorsque vous cliquez sur créer un nouvel API, ben, vous allez être dirigé vers une fenêtre comme celle-ci, qui est en fait qui n'est pas adapté au Unified Interface. Donc, vous êtes encore dans l'ancien modèle des formulaires avant le Unified Interface. Je vous dirais que l'expérience est un peu déficiente au moment où on se parle. Comme par exemple, le champ Unique Name, ça va être le nom de votre message. Donc, lorsqu'on va appeler votre message, votre Custom API, par les différents mécanismes, il doit avoir un nom unique et c'est ici qu'on doit le définir. Et il faut comprendre qu'on doit lui donner le nom d'un publisher avant le nom de votre méthode.
Euh, Si vous ne mettez pas de publisher, vous ne pourrez pas sauvegarder votre API. Vous avez certains noms à ajouter, donc vous avez le nom, le display name, la description, qu'est-ce que votre API fait, et très important, quel est le type de liaison de votre API. Donc, est-ce un API global ou est-ce un API qui est relié à une entité? Donc, ça a une incidence sur la façon dont vous allez appeler votre API par la suite. Et évidemment, si vous choisissez une entité, ben, vous devez lui donner le type sur quelle entité on va appliquer, on va lier cette API-là. Donc, par exemple, ici, je veux la lier à account. Et vous voyez que ici, je dois tout connaître les strings. Ce qui en fait que c'est pas très convivial comme, selon moi, comme modèle. Vous pouvez aussi ajouter un privilège d'exécution. Donc, si vous voulez que votre API ne s'exécute que si l'utilisateur possède un certain rôle de sécurité, ben, vous mettez ce rôle de sécurité-là ici. Et encore ici, vous devez connaître votre rôle de sécurité. Il n'y a pas de menu déroulant de sélection. Et le plus important, ben ici, vous allez lier votre API à un plugin qui est déjà déployé sur votre système. S'il n'est pas déjà déployé lorsque vous créez l'API, ben vous pouvez toujours le modifier par la suite, là. Donc, ce n'est pas un attribut qui est nécessaire à la création. Donc, et en plus, lorsque vous allez créer votre API, ben, vous devez revenir dans l'éditeur de solutions et vous devez venir créer séparément vos paramètres de requête et propriétés de réponse. Ce qui, selon moi, c'est non intuitif et on ne voit, c'est un peu difficile de voir d'avoir une vue 360 sur les API qu'on crée. Et je crois que ça va rebuter beaucoup de gens à utiliser cette technologie-là. Donc, c'est pourquoi j'ai créé un outil pour la XRM Toolbox qui se nomme le Custom API Manager. Donc, allez le télécharger. Si vous avez des commentaires, j'aimerais bien recevoir du feedback. Donc, c'est un outil que j'ai eu beaucoup de plaisir à développer. Et ce que ça donne, ben évidemment, ça vous donne une façon de, premièrement, sélectionner un API. Donc, très facilement, vous avez accès à tous les API qui sont déployés sur un environnement et vous pouvez les sélectionner et premièrement les inspecter, voir tous les attributs et vous pouvez créer, éditer et supprimer à votre guise là, les différents attributs et le tout ben, dans un format qui est dans le même écran, là. Donc, ça nous donne vraiment une vue 360 sur nos API. Par exemple, ici, je vous montre l'API qui se nomme Get Environment Variable. Donc, c'est un API qu'on va regarder là, dans les démos subséquentes. Et en fait, ce que ça fait, cette API, c'est que on lui donne une clé et ça va aller chercher la variable d'environnement reliée à cette clé. Donc, ça va nous donner certaines réponses. Est-ce que la clé existe? Quel est son type? C'est quoi la valeur? Et si la variable d'environnement est de type numérique, on va être capable d'avoir la valeur de la variable d'environnement en format chiffre. Et si la valeur est de type booléen, être capable d'aller chercher la valeur de type en type booléen. Donc, vous voyez qu'on a vraiment une belle vue sur tous les attributs de l'API. Aussi, si vous regardez, lorsque vous allez par-dessus un attribut, ben, j'ai mis en tooltip, j'ai mis
les définitions de la documentation officielle de Microsoft. Donc, vous pouvez quand même assez facilement avoir de l'information sur chacun des attributs. Et c'est très facile de venir ajouter, supprimer. On peut venir créer un nouvel API quand même assez facilement. Et j'ai mis certaines fonctionnalités intéressantes. Donc, vous voyez ici, on avait parlé qu'on devait connaître le publisher. Ben ici, j'ai mis un sélecteur de publisher. Donc, ça me permet de ne pas faire de faute d'orthographe. Et j'ai mis certains accélérateurs pour que l'édition se fasse de façon plus fluide. Vous avez les différents attributs. Allowed Custom Processing Step Type, on va en parler plus loin dans la présentation. Donc, c'est un attribut qui est quand même assez important. Le type de liaison, j'en ai déjà parlé. Donc, est-ce que c'est un API global ou lié à une entité? Et vous avez la possibilité de venir choisir votre plugin et ainsi que j'ai mis un menu déroulant qui liste tous les rôles qui sont sur votre environnement. Donc, vous pouvez venir choisir, par exemple ici, si on choisit ce rôle en particulier, ben, si la personne qui exécute l'API n'a pas ce rôle, on va avoir une erreur. Donc, Donc maintenant, regardons certains attributs des Custom API qui sont importants à souligner. Je commence avec le Allowed Custom Processing Step Type qui nous permet de configurer comment on va pouvoir étendre ou non le message. Je m'explique. Si vous mettez cet attribut à none, vous bloquez complètement votre message. Personne ne pourra s'accrocher sur votre message et ajouter des fonctionnalités. Pa- Par contre, si vous le mettez à sync and async, ben, vous exposez votre message à d'autres DLL de plugins qui pourraient venir s'installer sur l'environnement et venir s'accrocher au message et exécuter du code, par exemple, en post-opération pour venir changer certaines fonctionnalités de votre API. Donc, ça peut être très viable dans certains modèles. Mais par contre, parfois, c'est peut-être mieux là, de venir bloquer vos API pour être sûr que personne ne vient interférer avec le message que vous voulez exprimer. Deuxième attribut, isPrivate. Ça, c'est un attribut qui n'est pas disponible avec le formulaire out of the box, mais qui est disponible dans le Custom API Manager. En fait, ça nous permet lorsque c'est mis à true, votre message ne sera pas détectable en faisant des queries de metadata. Donc, les requêtes de metadata ne trouveront pas votre API, ça va un peu le cacher. Ça n'empêche pas quelqu'un qui connaît votre message de l'utiliser, mais au moins il ne sera pas facilement découvrable. Aussi, un autre attribut qui est important, le isFunction. IsFunction va changer la façon dont on va appeler l'API. On se souvient que les API sont appelées sur le endpoint REST. Donc, si vous mettez votre API à isFunction à true, votre message sera exprimé comme un get. Et sinon, il sera exprimé comme un post. Moi, personnellement, je préfère la notation post. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Si on est puriste, une fonction ne change rien, ne fait pas de modification à la base de données, tandis qu'une action, c'est quelque chose qui viendrait faire une modification à la base de données. Mais pour des raisons techniques, je choisis toujours d'utiliser un post parce que ben, les actions post on va être capable de les utiliser en Power Automate
en utilisant le step qui se nomme Perform Action. Donc, on met le Perform Action dans notre flow Power Automate et on obtient une superbe enveloppe sur nos intrants et nos extrants, très facile à utiliser. Donc, pour cette raison, j'utilise toujours les posts. Ensuite, si on regarde un peu plus en dessous du capot, comment ça fonctionne, bien évidemment, ici je montre le plugin, le pipeline d'exécution des plugins. Si vous connaissez si vous avez déjà fait du développement, vous connaissez un peu ces opérations-là. En fait, ce sont les opérations sur lesquelles on peut venir s'accrocher pour développer des plugins. L'opération ici en 30 étant l'opération du message elle-même, normalement n'est pas disponible pour les développeurs, mais dans le modèle des Custom API, c'est sur cette étape qu'on vient coder que notre code vient s'exécuter. C'est quand même important à comprendre. Et si vous voyez, si vous exécutez là, des trace logs sur vos exécutions de Custom API, vous allez voir que vous êtes sur l'opération 30 Main Operation. Sinon, la façon que ça fonctionne quand vous codez un plugin, ici je montre l'interface du plugin Execution Context. Donc, c'est l'interface sur laquelle vous héritez à chaque exécution de plugin. Ben, vous avez deux collections, une collection d'input et une collection de output. Et c'est ces collections qui vont contenir les valeurs des intrants et des extrants de votre API que vous allez, évidemment, les intrants, vous les recevez à l'entrée de votre plugin. Vous pouvez utiliser ces variables-là pour faire la logique d'affaires de votre plugin. Et le but étant d'attribuer des valeurs aux variables de sortie qui seront exposées à celui qui vous a appelé. Donc maintenant, on va regarder comment coder les custom API. En fait, c'est relativement simple. Vous n'avez qu'à créer un projet de plugin comme classique. Vous devez créer des classes qui vont implémenter l'interface iPlugin. Évidemment, ici, moi, j'utilise ma classe de base de plugin, mais ultimement, là, vous devez étendre l'interface iPlugin. Et lorsque dans le code de votre plugin, vous allez obtenir un contexte d'exécution du plugin qui va contenir une collection d'intrants et ainsi que la collection d'extrants que vous devrez dont vous devrez fournir les valeurs. Donc, je suis en train de coder mon message, donc je reçois une collection d'intrants. Ici, on regarde l'API qui se nomme getEnvironmentVariable. Donc, je reçois, vous vous souvenez qu'on avait mis une clé. Donc, c'est le paramètre que je reçois en intrant. Donc, dans ma collection d'input parameters, je peux venir chercher cette variable. Et ensuite, dans mon système, ben, je vais être capable d'aller chercher l'information sur cette variable d'environnement-là, à savoir est-ce qu'elle existe ou non et quelle est sa valeur. Donc ici, je ne passerai pas en revue là, toutes les étapes, mais le but étant de redonner à celui qui m'a appelé certaines valeurs, certaines informations sur la variable d'environnement demandée. Donc, quelle est sa valeur, est-ce qu'elle existe, quel est son type. Et c'est ce qui définit un API. Donc, on reçoit des intrants, on fait un traitement et on renvoie des informations à celui qui nous a appelé. C'est pas plus compliqué que ça.
une chose qui est importante, si vous avez un API qui est, on a vu qu'on pouvait avoir un API global ou un API relié à une entité. Ici, je vous montre un exemple. GetUserTimeZone, c'est un API qui est relié à un system user, donc à un utilisateur dans à la table utilisateur dans le Dataverse. Alors, ce qui est important, c'est que euh, lorsqu'on est dans ce type d'API-là, ben, on va avoir un attribut spécial qui est le target, qui va contenir la référence sur l'enregistrement qui a déclenché, sur lequel on déclenche l'API. Donc, c'est une petite différence là, entre un API global et un API lié à une entité. Mais le reste le reste est pareil entre les deux types. On doit mettre des valeurs dans les valeurs de retour, des valeurs dans les objets de retour et le tour est joué. Donc, qu'est-ce que ça donne côté, comment est-ce qu'on va tester excusez-moi, je vais ouvrir mon Postman. Bon, ben, on peut aller dans la je peux vous montrer maintenant qu'on a vu un peu comment le code fonctionne, on va vouloir tester nos API. Donc, je vous avais montré ici tantôt l'API getEnvironmentVariable. Et si on veut tester notre API, ben, on peut venir directement ouvrir le Custom API Tester à partir du Custom API Manager. Et vous avez ici une interface qui va vous permettre de directement, ça va venir sélectionner l'API que vous aviez sélectionné dans le manager et vous allez pouvoir venir entrer des valeurs pour venir tester votre API. Donc moi ici, je vais rentrer le nom d'une clé que je connais qui existe. Donc j'ai dans mon environnement une variable d'environnement qui se nomme sendMail. Donc, c'est un booléen qui me dit si mon environnement permet d'envoyer ou non les courriels. Ça peut être un cas d'utilisation pratique. Et vous voyez ici, je viens mettre la valeur de mon intrant et je peux venir exécuter mon custom API. Et vous voyez que je reçois des valeurs. Donc, ma valeur existe, elle est de type booléen et sa valeur est vraie. Une chose qui est très intéressante aussi, c'est que les custom API, ben, on peut les tester directement avec Postman. Postman, c'est un programme qui nous permet là, de faire des appels REST. Donc, évidemment, je vais venir me chercher un token. Et vous voyez ici que je peux venir interroger, je peux venir exécuter mon API directement avec un appel d'API de Dynamics. Donc, vous voyez ici, j'ai mon URL de base et j'ai mon message que je peux appeler directement avec cet appel HTTP et en lui envoyant un body contenant les intrants désirés, ben, je peux venir directement appeler mon API et recevoir mes réponses. Donc ici, j'avais une variable d'environnement qui s'appelle SensitiveURL. Elle me retourne la valeur de ma variable d'environnement dans mon système, ainsi que certaines informations. Et vous voyez, si je mets quelque chose qui n'existe pas, ben, je reçois dans mes réponses, ça me dit que cette variable n'existe pas.
Autre chose intéressante, si vous regardez l'API Get User Time Zone, on se rappelle que c'est un API qui dérive, qui est lié à l'entité System User. Donc, la façon de l'appeler avec le message par Web API est un peu différente. Vous devez, étant donné que ça dérive de l'entité System User, donc vous allez avoir ce type d'appel. Donc, vous devez lui passer le GUID du user en question et appeler votre message. Donc, le type d'appel ressemble à ça. Dans cette API, il n'y avait pas d'intrant à mettre dans le body. Donc, je peux appeler directement ma méthode comme ça. Et vous voyez que ça me retourne le time zone de l'utilisateur en question. Et plus précisément, ça me retourne le standard name qui, vous allez voir dans la démo plus loin, on va s'en servir surtout, c'est très utile en Power Automate lorsqu'on veut faire des conversions de date. Une autre chose que je voulais vous montrer, je voudrais que vous faire une démo un peu là, on a parlé de l'attribut Allowed Custom Processing Step Type. Et si je vous montre un exemple, j'ai fait un clone de l'API GetEnvironment Variable et je l'ai appelé GetEnvironment Variable Open. Et la seule différence, c'est que ici j'ai mis cet attribut à synchrone et asynchrone. Donc, ce que ça va permettre, et j'exécute exactement le même code. Donc, ce que ça permet, en laissant ça ouvert, ça permet à n'importe qui de venir installer une DLL de plugin et ainsi pouvoir venir s'attacher sur mon message qui est maintenant disponible comme je pourrais venir m'accrocher à create n'importe quel message, mais si vous voyez que maintenant mon message custom est disponible pour être étendu. Donc ici, je m'attache en post-opération sur mon message et ce que je vais venir faire, c'est dans le code de cette DLL-là, je viens intercepter le message et ici, et je change une des valeurs de la collection des extrants et je viens mettre une valeur je viens changer la fonctionnalité existante. Et ce que ça donne lorsqu'on appelle ce message-là, donc vous voyez ici, c'est exactement le même type d'appel, mais le nom du message est différent. J'appelle exactement avec la même clé, j'exécute le même code, mais ce que je reçois en réponse est totalement différent. Et ici, je viens de me faire hacker mon message. Donc, ça montre un peu l'importance de cet attribut puis les conséquences que ça peut avoir. Alors, donc maintenant, on va regarder certaines façons là, de venir consommer nos custom API. Je commence par Power Automate. Donc, très facile comme je disais, si vos API sont définis en tant que post, vous allez pouvoir les utiliser directement dans Power Automate en mettant un step de Perform Bound Action. Donc, extrêmement facile, on va le voir plus loin en démo, mais ça vous donne une enveloppe qui par-dessus votre API, donc les différents intrants sont directement accessibles et les extrants vont être aussi accessibles dans le contenu dynamique pour être utilisés dans les steps subséquents de votre flow.
Si on regarde côté, si on voudrait appeler un custom API à partir d'un plugin, ici aussi très facile, vous faites un organization request avec le nom de votre API. Vous lui donnez les paramètres d'entrée désirés. Vous exécutez cette requête et vous allez recevoir euh, une collection de résultats qui contient les extrants de l'API. Donc, vous pourrez prendre des décisions dans votre logique d'affaires de plugin en conséquence. Euh, Côté JavaScript, ici, je vous montre un exemple de ce que ça pourrait ressembler d'un un appel de l'API. Évidemment, c'est pas moi qui a codé tout cette. Je connais pas les schémas et tout, mais avec cet outil de Jason Latimer, le CRM ResBuilder, qui est un outil que j'installe là, de facto sur tous les environnements sur lesquels je travaille, ça nous permet facilement, avec une belle interface, de venir générer des templates de code qu'on peut utiliser après dans nos fichiers JavaScript. Et ici, côté TypeScript ou plus précisément en PCF, ben, je fais un petit clin d'œil à un projet de Scott Duro qui fait un projet qui s'appelle Dataversify ou CDSify, qui est un peu un genre de Early Bound Generator pour le TypeScript. Donc, c'est un projet super intéressant. Je l'utilise là, quand je fais dans tous mes PCF qui ont besoin de se connecter sur des entités Dataverse. Et ça permet d'exposer les API, les custom API avec des classes déjà préfaites. Donc, c'est très intéressant. Alors, dans cette section de démo, on va regarder un peu comment consommer nos API personnalisées. Alors, je commence par Power Automate. Euh, Ici, je vous montre un flow très simple qui se déclenche à la création d'un compte et je peux venir ajouter des steps de perform action, bound ou unbound. Ici, je montre un exemple de bound. Ici, je viens appeler notre custom API getUserTimeZone et je lui passe, on voit qu'il est relié à la table users et je peux lui passer le GUID de l'utilisateur qui a déclenché le flow. Et ici, je mets aussi une variable un appel à getEnvironment variable et je lui passe la clé sendMail qui va me dire si je veux ou non envoyer des courriels sur mon environnement. Donc, ça me permet ici d'avoir une condition qui me dit est-ce que je veux ou non envoyer des courriels selon la valeur de ma variable d'environnement. Et je peux venir faire une branche dans mon flow. Et ici, je peux venir utiliser la valeur de mon retourné par mon getUserTimeZone pour venir faire une conversion de date parce que on sait que dans le created_on va m'être retourné en format UTC et je dois le transformer avec le time zone de l'utilisateur qui est en train d'exécuter le flow. Et ça me permet d'envoyer un courriel contenant certaines informations. Et on peut voir que si je vais dans un journal d'exécution, ben, je vois que j'ai reçu les informations appropriées de mes deux custom API. Donc, très facile à utiliser. C'est très facile aussi pour les citizen développeurs. Donc, voici comment ça fonctionne dans Power Automate. Donc, ben, pour terminer, j'espère que vous avez apprécié la conférence. Moi,
C'est un sujet qui me passionne énormément et je crois que les custom API vont prendre de plus en plus de place là, dans l'univers Dataverse pour les développeurs. Donc, gardez ça en tête et j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va, tout ça. C'est sûr que pour moi, c'est un modèle qui est très puissant et versatile. Ça nous permet, comme on a vu là, d'appeler notre code à partir de tout plein de différentes façons, que ce soit en client-side, server-side, Power Automate. Donc, c'est très versatile. Et pour moi, la plus grande force, ben, c'est que ça permet aux développeurs d'offrir des API qui sont plus digestes pour les personnes qui sont plus du côté low code. Je pense notamment au Power Automate pour, euh, pour aider les gens à développer des solutions qui sont plus performantes et plus robustes. Donc, n'hésitez pas à venir à vous connecter avec moi. Vous avez encore ici comment me rejoindre sur les médias sociaux, mon blog. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir et merci beaucoup.